Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Alain qui est recruteur en start-up et scale-up. On va parler de comment rédiger une bonne offre d'emploi. L'offre d'emploi, c'est souvent un enfer. On fait du copier-coller à partir de ce qu'a fait la personne à côté et en général, on se retrouve avec une job desk, comme on dit, un peu désincarnée. C'est-à-dire que tout le monde écrit la même chose et finalement, ça reste difficile de se distinguer. Pourtant, au cœur de la guerre de talents, les recruteurs ont tout intérêt à écrire des job desks qui cartonnent. On dit souvent dans le milieu, on n'a qu'une seule fois la chance de faire une première bonne impression. Avec nous pour en discuter, Pierre, bienvenue dans le podcast. Merci Caroline pour cette invitation. Ravi de participer à un épisode de Marketing Square et ravi de pouvoir livrer un peu de conseils sur le sujet des annonces, un de mes nerfs de bataille avec les différents recruteurs avec lesquels je travaille. Exactement, et je sais que tu as des avis assez tranchés sur la job desk et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, souvent, on a tendance à dire les job desks, elles ont jamais vraiment évolué. On dit oui, le recrutement a évolué et au final, notre façon d'écrire les offres d'emploi, elles ont pas tellement changé. On est encore dans le copier-coller. Donc aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter pour que tu nous parles de la structure type d'une offre d'emploi finalement qui convertit. Ça reste toujours un peu du marketing ce qu'on fait. Ouais, complètement, c'est du marketing. Alors, si je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire et justement sur ce qu'il faut pas faire avant d'aller dans le détail, dans les annonces, on retrouve quand même pas mal de titres assez similaires. Donc, on a des titres qui parlent pas forcément à la cible. On n'a pas de personnalisation. On a un ton lisse, soporifique. On a des expressions qui sont bateaux. Tu le disais très bien, reprises d'une annonce à l'autre. On a un discours qui est souvent auto-centré. On cible mal les candidats et alors le pire du pire, c'est quand on n'a pas de salaire et malheureusement aujourd'hui, c'est le cas sur une grosse partie et une grande majorité des annonces. Si je rentre un petit peu dans le détail justement, je dirais qu'au départ, pour faire une bonne job description, c'est tout d'abord de se poser les bonnes questions. Quel type de questions on peut se poser et on doit se poser finalement avant de se lancer dans la rédaction, c'est déjà pourquoi vous recrutez ce profil. Dans quel contexte ce nouveau collaborateur va-t-il arriver ? Est-ce que c'est un nouveau projet ? Est-ce qu'il y a une innovation derrière tout ça ? Est-ce qu'on est sur un nouveau marché ? L'idée, c'est de donner du sens à cet engagement et de contextualiser la situation de votre entreprise, le moment où vous allez recruter. Donc, on essaye d'être transparent et de se poser les bonnes questions au départ pour apporter la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est l'annonce. Que ça, c'est vraiment l'élément de départ avant de se lancer tête baissée dans la rédaction de votre annonce. Exactement, et encore une fois, on évite les expressions peanut butter factory, c'est-à-dire que si on peut s'en servir pour vendre du beurre de cacahuète, c'est que c'est pas assez spécifique, du genre éviter les phrases comme dans une entreprise en constante évolution. On ne comprend pas, toutes les entreprises sont en constante évolution. Donc l'idée aussi, là, dans ce que tu nous dis, pourquoi on recrute, quel est notre contexte, quel est notre niveau de maturité sur le marché, c'est vraiment d'expliquer au candidat, en fait, comment il va se sentir dans votre entreprise. Est-ce que finalement, vous êtes en environnement plutôt cocooning ou challenging? Parce que dans le monde des startups, il y a plusieurs types de startups, c'est pas toujours les mêmes écosystèmes. Il y a parfois des boîtes où, en fait, c'est des boîtes un peu famille et il y a d'autres boîtes où on est formé très vite et en même temps, ça passe ou ça casse, et je crois que c'était la doctrine de l'Emlist, recruter vite, virer vite. Quand on sait le coût d'un recrutement, les boîtes sont très claires sur ce qu'elles attendent ou pas. Donc, vous avez des boîtes où on va vous dire, en fait, nous, on est là vraiment dans une entreprise où on bosse en famille, on recrute des profils, on veut grandir ensemble, et vous avez d'autres boîtes, vous savez pourquoi vous êtes là, et si vous obtenez pas vos objectifs, nous, on cherche ce type de profil. Donc, se poser ces questions et être très clair, en fait, sur les objectifs du recrutement. Et je rebondis après les questions en fait qu'on se pose avant de démarrer son annonce, c'est à qui est mon persona, qui est ma cible. Je vais prendre l'exemple d'un commercial. Si vous savez pas à qui vous écrivez, mais que vous voulez recruter un commercial, ça va être compliqué. Parce que le commercial, il a envie de connaître déjà son salaire,
Il a envie de connaître les différents challenges auxquels il va se confronter. Il a envie de se projeter, de voir comment il va pouvoir grimper. Donc, il faut lui offrir aussi la possibilité d'évolution et il faut le rédiger. Je pense que c'est important. Il veut connaître les outils avec lesquels il va prospecter. Il a besoin d'avoir des infos sur l'environnement de travail. Bref, cernez bien votre persona avant de rédiger parce que ça va donner le ton. Est-ce que ça fait boomer, Pierre? Tu sais, les annonces d'emploi, moi, je fais souvent ça, hein. Donc, si vous m'écoutez, vous sentez pas pointer du doigt. Je fais souvent des offres d'emploi en mode, tu es passionné par la création de contenu ou tu adores les podcasts. Est-ce que ça fait boomer de faire des offres d'emploi qui commencent par des questions? Alors, ouais, c'est parce que en fait, on a l'habitude de voir passer ce type d'annonce. Le truc, c'est que tout le monde ne rédige pas de cette façon-là, et ça fait encore mouche finalement sur des candidats qui sont habitués à de l'entreprise beaucoup plus traditionnelle, avec une plume beaucoup plus conventionnelle. Ça reste quand même assez sympa d'aborder les choses avec des questions à ne pas utiliser à outrance. C'est un peu comme l'histoire du baby-foot, du fruit de la machine à café ou de la tireuse à bière. C'est pareil, en fait, si c'est vraiment ça les seuls avantages sur lesquels vous misez pour attirer vos candidats, ça va être compliqué, quoi. Donc, je dirais à utiliser avec parcimonie, que ce soit sur ce type de questions et sur l'usage du baby-foot et compagnie. Question intéressante. Est-ce qu'on tutoie ou on vous voit dans une offre d'emploi? Moi, j'ai toujours du mal avec le tutoiement, que ce soit sur les posts LinkedIn ou sur les offres. Quand c'est le premier contact avec quelqu'un, c'est toujours ma règle. Le premier contact, je tutoie jamais. Donc, tout ce qui est prospection froide, j'utilise jamais le tutoiement. Mais je vois ça de plus en plus, notamment sur Welcome to the Jungle. Toi, c'est quoi ta règle, Pierre, là-dessus? Déjà, moi, je tutoie. Mais je m'adapte aussi à la cible. Tout dépend des postes et du persona. Si je recrute des profils relativement juniors, étant moi-même relativement jeune, je me permets de les tutoyer. D'ailleurs, on s'identifie davantage au tutoiement qu'au vouvoiement. Maintenant, si je recrute des profils qui sont beaucoup plus capés, donc avec beaucoup plus d'expérience, type un general manager, ce qui est l'équivalent d'un directeur général en start-up ou en scale-up, on va avoir des gens qui ont une expérience professionnelle beaucoup plus large et potentiellement qui sont déjà à des niveaux dans les entreprises où la politesse veut qu'on aborde dans un premier temps au vouvoiement. Et je dirais que si vous recrutez des profils plutôt juniors, que vous êtes dans un environnement start-up, scale-up, le tutoiement, c'est quand même la norme. Maintenant, même dans les startups et dans les scale-up, en fonction de la seniorité des profils que vous cherchez, il va falloir jauger entre tutoiement et vouvoiement. Et dans les entreprises plus traditionnelles, je dirais que pour pas prendre de risques, étant donné la cible que vous avez, il faut utiliser le vouvoiement davantage. Donc moi, je suis vraiment sur le degré de connaissance. Combien de fois vous avez interagi avec la personne? Et puis toi, en fait, ton prisme, c'est plutôt le niveau de seniorité de la personne, voir en fait à quel environnement elle appartient. Voilà, comme d'habitude, il n'y a pas une seule réponse dans ce podcast, mais j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair avec une méthode ou une autre. En tout cas, c'est une question qui revient souvent. Du coup, on a bien compris qu'il fallait contextualiser. Tu nous as dit se recentrer sur les objectifs du recrutement, apporter du contexte, accrocher l'œil. Comment est-ce qu'on fait justement dans la partie description? C'est le poids mort de l'annonce. Souvent, c'est une liste à la Prévert où on va expliquer dans le détail toutes les missions. En même temps, Pierre, souvent les candidats, quand on n'a pas suffisamment explicité les missions, ils disent ah c'était pas dans ma fiche de poste. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire une annonce d'emploi qui à la fois en dit beaucoup et en même temps n'est pas trop lourde à lire? C'est quoi tes astuces? Bon, alors déjà, il y a un gros rappel de départ, c'est que tu l'as assez bien dit, il faut pas rédiger des pavés. Le but de l'annonce, c'est d'être suffisamment clair pour donner envie. Il y a le process de recrutement qui derrière est là pour donner des informations complémentaires. Je dirais qu'il faut, dans un premier temps, définir le poste de manière réaliste et concrète. L'annonce et l'offre d'emploi doivent comporter les tâches quotidiennes essentielles qui seront réalisées par le nouveau salarié, les compétences à avoir ou à acquérir, les langues à parler, par exemple, le contexte, si on est sur un contexte national ou international, il faut lister de façon raisonnable. Attention, parce que justement, si on liste beaucoup trop de choses, on tombe sur le profil mouton à 5 pattes. Donc, on est encore là sur une notion de juste milieu, le bras droit du CEO. Enfin, on rentre dans ce truc-là de je liste des tas de compétences, des tas de missions, résistance au stress, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc., etc. Enfin, là, clairement, au bout d'un moment, le candidat va se sentir irrité. D'ailleurs, à peu près 40% des candidats qui lisent les annonces se sentent irrités quand ils sont face à une annonce qu'on dit mouton à 5 pattes. Parce que souvent, les candidats, surtout des postes de junior, tu es dans le syndrome de l'imposteur. Si tu vois un truc que t'as pas, tu vas potentiellement te dire, bah, j'y vais pas parce que ça va finir par me discriminer à un moment dans le processus. Ouais, d'autant plus qu'aujourd'hui, les candidats postulent de moins en moins. Alors, on peut pas se
passer de l'annonce, puisque c'est un moyen aujourd'hui évident pour aller chercher du candidat. Mais justement, ne faites pas ce type d'erreur en vous privant d'une partie des candidats, justement avec l'effet listing mouton à 5 pattes. Donc si je reviens un petit peu sur la structure, l'idée c'est donc de donner des missions concrètes et les missions essentielles sur le poste sur lequel vous allez recruter, de contextualiser, également de définir potentiellement les outils, l'environnement de travail dans lequel votre nouvel interlocuteur va travailler. Un commercial qui va travailler sur des nouveaux logiciels de prospection versus celui qui va faire ça à l'ancienne, j'exagère, mais avec les pages jaunes et son téléphone, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, les éléments que vous avez en différenciation, n'hésitez pas à les mettre et à les faire apparaître dans la description du poste. Quand vous avez terminé la description du poste, je vous invite à faire aussi un petit onglet sur la perspective, offrir de la perspective d'évolution, dire, voilà, vous rentrez, les évolutions possibles, au bout de combien de temps les gens évoluent potentiellement. On cherche des gens bien souvent qui vont s'investir et qui vont vouloir grandir. Vous pouvez leur dire, voilà les compétences que nous allons t'apporter, ce sur quoi on va travailler. Donc ça, c'est sur la projection. Parler le même langage, encore une fois, pour moi, ça c'est important. Donc ça va avec le persona, mais sur le ton, l'idée c'est de parler le même langage que son candidat. Tu me disais tout à l'heure, est-ce que on tutoie ou on vous voit? L'idée c'est que si vous étudiez un peu votre persona en amont, normalement vous allez parler à peu près le même langage que lui. Si vous cherchez un profil très senior et que vous tutoyez dans l'annonce, peut-être que ça va pas plaire. Si vous êtes beaucoup trop formel dans votre annonce et que vous visez des profils plutôt juniors, les candidats vont se dire non, j'y vais pas, c'est vieillot, ça me donne pas envie quoi. Adaptez le langage, adaptez le ton. N'hésitez pas à parler de l'environnement managérial également, à qui cette personne va être attachée. On a besoin de savoir un peu comment ça s'articule. Sollicitez les gens autour de vous, la relecture et le collectif. C'est une force si vous avez cette chance et cette possibilité. N'hésitez pas à faire relire votre annonce et aussi à la faire relire potentiellement à votre cible, les gens que vous connaissez qui pourraient être votre cible, leur demander ce qu'ils en pensent. En fait, ça vous permet d'établir une trame qui vous sera utile pour la suite. Une fois que vous avez un bon modèle, vous allez pouvoir le dupliquer. Et surtout, n'hésitez pas à transmettre également qui vous êtes, votre ADN, votre culture d'entreprise. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 50% des recrutements se font sur la base des soft skills et aujourd'hui, les candidats sont extrêmement sensibles à l'environnement de métier, à la culture d'entreprise, aux valeurs. Donc, n'hésitez pas à les faire transparaître dans vos annonces. Je dirais que pour faire la différence, et ça serait très bien de mettre en place chez vous si c'est pas encore le cas, parler de la mission et de votre impact. Si vous avez des choses qui sont engagées en ce sens sur l'environnement ou sur l'impact sociétal, n'hésitez pas à le mettre, c'est un vrai élément différenciant. Parler du rythme de travail. On a besoin de savoir si on est ouvert au full remote, d'accord, c'est bien, mais est-ce que vous êtes vraiment full remote? Est-ce que vous êtes sur un schéma hybride de travail? Très bien, mais précisez. Parce que si votre schéma hybride, c'est seulement un jour de télétravail, c'est pas extrêmement différenciant. Mais en tout cas, soyez le plus transparent et factuel possible dans les informations que vous communiquez au-delà du ton que vous allez mettre derrière. Génial. Et en plus, tu nous fais un bon teaser parce qu'on aura Nina Ramen qui viendra nous parler de la méthode de l'entretien structuré pour pouvoir justement mieux cadrer sa recherche de candidats. Mais là, c'est un peu l'étape 1 avec la job desk. Et j'adore ce que tu as dit, notamment dans Faites relire l'annonce. Moi, un truc que je fais tout le temps, c'est justement de faire toujours envoyer en fait cette annonce à quelqu'un qui est dans ma boîte. Là, quand j'ai recruté mon monteur son, j'ai envoyé l'annonce à Emma, mon alternante, en lui disant « Qu'est-ce que t'en penses ? C'était hyper important pour moi. » Et souvent, en fait, on écrit avec son prisme. Donc, une bonne job desk, c'est aussi un travail collaboratif. Et merci de l'avoir rappelé. Ça mange pas de pain de faire relire les fautes d'orthographe pour ceux qui en font, parce que clairement, il y a rien de pire comme signal pour votre boîte que de commencer en fait avec un truc à l'arrache. Fait à l'arrache, ça montre déjà que vous allez pas mettre beaucoup de cœur dans votre recrutement. Donc ça, les candidats, ça leur donne pas très envie d'aller chez vous. Et puis derrière, faire en sorte d'avoir une job desk qui vous ressemble et qui ressemble vraiment à l'environnement de travail que vous offrez. Ça permet déjà de faire des entretiens plus ciblés, d'attirer les bons candidats et donc potentiellement de gagner des heures précieuses. Ouais, alors surtout pas bâcler son annonce. Des fois, on est un peu pris par le temps et on peut avoir la tendance de se dire bon allez, j'ai écrit le truc. Sauf qu'en fait, c'est la cata ça. Une annonce, ça se prépare, ça se rédige. Listez d'ailleurs vos avantages concurrentiels et les avantages internes avant de la rédiger pour potentiellement les avoir en tête et être certain d'être dans le bon ton. Mais surtout ne pas la bâcler, c'est hyper important parce que aujourd'hui, les candidats sont tellement sursollicités. Premièrement, ils sont chassés dans tous les sens. Mais si en plus de ça, les candidats à l'écoute, qui se font eux aussi chasser, mais qui postulent activement, voient une annonce qui est complètement bâclée, le candidat ne va pas avoir envie de postuler. Et quelque part, ça envoie le mauvais message, comme tu disais tout à l'heure. Et surtout, on a les candidatures qu'on mérite.
Et donc, en réalité, si dès le départ, vous faites une annonce torchon, ne vous étonnez pas de pas avoir de candidature. C'est hyper important, la préparation, la rédaction, et surtout ne pas bâcler, même si on est dans le jus. Il vaut mieux reporter que de faire les choses à la va-vite. Il y a un dernier point, à mon sens, qui fait la différence et qui va en fait avec la logique de transparence voulue par les candidats, c'est le salaire dans les annonces. Et alors là, on a une grande partie des entreprises qui sont aujourd'hui pas transparentes sur le salaire et qui ne mettent pas le salaire dans les annonces. Entre guillemets, ils veulent pas que les collaborateurs de l'entreprise soient au courant des salaires qui sont pratiqués et des nouveaux arrivants potentiellement. Oui et non, moi je pense qu'il faut éduquer un peu tout le monde et libérer un peu la parole sur le sujet du salaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, une annonce avec un salaire sera en tout cas plus filtrante qu'une annonce sans salaire. L'objectif en fait du salaire dans l'annonce, c'est bien parler à votre cible, filtrer les candidatures et attirer les bons profils. Et en plus de ça, vous montrez que vous êtes transparent. Donc quelque part, vous montrez un peu patte blanche avec les attentes du marché candidat aujourd'hui. Tout le monde se plaint, mais personne ne change vraiment ses pratiques. Moi, aujourd'hui, je recommande vraiment de faire apparaître les salaires dans les annonces. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des candidats qualifiés et vous n'aurez pas la mauvaise surprise de perdre votre temps derrière en qualification du candidat si il est lui-même hors sol par rapport à ce que vous pouvez lui offrir. Et attention, mettre le salaire, c'est bien, mais le faire n'importe comment, c'est non, autant rien faire. Parce que je vois des annonces où on a des fourchettes qui sont juste délirantes, stratosphériques. La fourchette, c'est entre 50 et 80 ou 90. Bah non, enfin, vous parlez à personne. Ou au pire, vous passerez pour des guignols. Alors, attention, puisque la rémunération selon profil, aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes aussi qui font des grilles de salaire. Mais du coup, c'est des grilles de salaire qui sont transparentes. Et du coup, c'est en effet vraiment une rémunération selon profil. Mais en général, on essaie de communiquer une fourchette parce qu'on sait à peu près ce qu'on veut. Juste la fourchette, elle va s'affiner dans le process de recrutement selon l'expertise qu'on aura évaluée du candidat. Mais moi, mon conseil, c'est utiliser une fourchette par tranche de 10 000 euros, pas plus, c'est-à-dire aujourd'hui, on recrute sur une fourchette de 50 à 60 000 euros, par exemple. Sinon, vous floutez un peu le message. Alors, vous pouvez aller à 15K grand max, mais derrière, ça devient un peu plus compliqué. Et vu qu'on a ouvert l'épisode sur le fait que cette offre d'emploi, c'était un peu comme une page de conversion, fallait la réfléchir pareil. Tu nous as dit, en fait, le salaire, c'est clairement un point d'accroche pour les candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans la hiérarchisation de l'information, dans la façon dont toi, tu organises ton annonce, tu vas mettre, par exemple, le salaire en haut? Est-ce que tu vas commencer par les choses qui sont aguicheuses? Est-ce qu'on rajoute de la preuve sociale sur sa boîte? Est-ce qu'on va dire Caroline Mignot chez Refer est utilisée par telle et telle entreprise avec des noms de marques prestigieuses? Est-ce que tout de suite après, il y a le salaire? Est-ce que tu réfléchis aussi la façon dont est amenée l'information par ordre de priorité, ou est-ce que ça reste comme d'habitude, présentation de l'entreprise, description, mission, outils et salaire tout en bas? Je dirais qu'aujourd'hui, on est encore un peu classico-classique. On parle en effet de l'entreprise, de la mission, etc., et qu'on termine par le salaire. Ça peut être intéressant puisque le candidat, avant qu'il arrive au salaire, ce qui peut être un élément déterminant pour lui, il aura quand même normalement vu 2-3 choses intéressantes avant d'y arriver. On essaye de l'emmener nous-mêmes à la fin et les informations qui vont l'intéresser potentiellement le plus, au départ en tout cas, se trouvent à la fin. Je dirais que ce qui change, c'est plutôt le ton, le discours auto-centré qui aujourd'hui tend à se restreindre. Les annonces qui marchent le mieux sont celles qui sont tournées vers le candidat et sur ce que l'entreprise peut apporter au candidat et pourquoi nous rejoindre. Donc vraiment changer son prisme quand on relit son annonce, se poser la question, OK, est-ce que ça donne envie? Un peu comme une relecture de post LinkedIn, se poser la question toujours du destinataire et sortir un peu de son prisme. Ce sera un peu ma question finale, mais c'est le nerf de la guerre pour tout recruteur. Comment est-ce que tu fais pour maximiser en fait le nombre de personnes qui ont lu toute ton annonce? Parce que la douleur qui me revient souvent, ils lisent pas l'offre. Et moi, je me rends compte que je reçois des candidatures qui sont pas ciblées. Alors, on m'avait conseillé dans ton annonce, tu précises à un moment comment te contacter, envoyer un email avec tel titre à l'email, par exemple. En fait, on m'avait donné des petits détails comme ça pour faire le tri entre les candidats qui se donnent la peine et les candidats qui juste appuient sur le bouton postuler, envoient leur CV et point barre. Est-ce que toi, tu as des petites astuces à nous donner pour être sûr que cette annonce, elle fasse son travail de segmentation des candidats? Je favorise les formats plutôt courts dans les phrases. C'est-à-dire que visuellement, j'essaie d'aérer les choses
j'essaye d'espacer. J'essaye d'avoir, en tout cas, au début, des choses accrocheuses sur l'environnement d'entreprise. J'évite les généralités type entreprise et leader sur son marché. Ça, non. J'essaye de faire des phrases plutôt concises. J'aère les différents éléments et les paragraphes. J'adopte un ton qui est plutôt original et fun. Mais ça, c'est parce que ça va avec ma cible. Et après, si on veut filtrer davantage, le salaire, tous les éléments qu'on vient d'évoquer sont des éléments qui sont filtrants. Ensuite, on indique comment postuler. On peut également, pour filtrer encore un peu plus, et moi je le recommande, et dans une logique de transparence, faire apparaître le processus de recrutement, combien d'entretiens, quelles sont les étapes de recrutement, c'est important parce que ça peut aussi décourager certains candidats qui sont déjà en process avec d'autres entreprises et qui se diront de toute façon j'aurai pas le temps d'aller au bout, etc., etc. Alors mettez votre process de recrutement s'il est pas trop long et s'il tient la route. Si vous avez 36 000 étapes, c'est pas la peine de le mettre, ou en tout cas il faudra le dire au téléphone à vos candidats parce que sinon vous allez perdre en cours de route. Et puis derrière, sur comment postuler, alors ça vous pouvez le faire avec votre ATS, mais à poser une ou deux questions. Pourquoi tu t'intéresses à nous? Eh ben, écoute, j'allais te poser la question, Pierre. C'est quoi tes outils préférés pour recruter, pour tous les recruteurs qui nous écoutent? Une fois qu'on a pondu notre magnifique annonce, entrepreneur ou recruteur, où est-ce qu'on ferait bien de la poster? L'annonce, on la poste sur Welcome to the Jungle, notamment si on travaille dans l'univers de la startup et de la scale-up ou dans la tech, c'est hyper important. Après, vous avez les cadres emploi, APEC, Monster, Hello Work, qui sont des supports intéressants. Après, si vous êtes dans la tech pure, vous pouvez aussi poster sur les jeudis. Il y a plein de supports spécialisés, donc je vous invite à essayer de vous renseigner sur les différents job boards. Et puis mes outils préférés pour recruter en complément des annonces, ça va être LinkedIn, évidemment. J'utilise donc à nouveau l'ATS, donc le CRM du recrutement, pour suivre mes candidatures aux différentes étapes, pour multidiffuser les annonces également depuis cet ATS, CRM dans l'univers du recrutement à nouveau. Et puis, j'utilise également un outil de chasse qui est HireSuite CRM, que je vous recommande, qui est très bien pour pouvoir contacter ses candidats, créer des projets, automatiser un petit peu, pas trop, parce que l'humain garde le contrôle, mais ça va vraiment vous faciliter le quotidien. Et j'utilise également en parallèle NeoStaff pour automatiser les invitations que je fais à mes cibles candidats. On adore. Petite dédicace à Louis qui était déjà venu dans le podcast. Et puis pour ceux qui sont plutôt entrepreneurs et qui n'ont pas trop les moyens d'aller payer des logiciels qui coûtent parfois un bras, n'hésitez pas à utiliser Refer. C'est une application gratuite qu'on a lancée pour que vous puissiez justement, au lieu de vous taper la honte à faire des posts LinkedIn chaque semaine en disant je recrute un chargé de com, je recrute tout ça, et que vous fassiez de moins en moins de portée, et ben ça vous permet d'utiliser la messagerie LinkedIn gratuitement pour pouvoir envoyer à 30 personnes de votre réseau: hello, je cherche un bon social media manager, est-ce que tu connais quelqu'un? C'est hyper efficace et surtout 100% gratuit, donc ne vous en privez pas. Merci Pierre d'avoir été avec nous dans cet épisode. Je suis ravie qu'on ait abordé ce sujet. Moi-même, je suis en train d'écrire une annonce d'emploi, donc grâce à toi, je pense qu'elle va tout cartonner et ce sera la meilleure que j'ai jamais écrite. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut t'écrire, t'envoyer des lettres d'amour ou de la force? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Pierre Alain avec 2 L. Génial, je mettrai tous tes liens et aussi ceux des entreprises qu'on a citées, dont celle de Louis, dans les ressources de l'épisode. Et je vous dis à tous à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.